Waouh, trop bien! J'ai gagné 10 000 milliards de dollars! Mais qu'est-ce que tu racontes encore, Billy? Bah regarde, c'est un mail que je viens de recevoir. Billy, c'est du phishing. Ces escrocs essaient de te piéger, mon con. Heureusement que je suis là, hein? J'ai pas gagné 10 000 milliards? Non, mon con. Je leur donne pas mes informations bancaires du coup? Ni ça, ni le moindre mot de passe. Et surtout, s'il y a une pièce jointe, tu l'ouvres pas, t'as compris, ma gueule? Pas tout, non? Mais tu sais quoi, t'as de la chance. Pour que ça t'arrive plus, j'ai la solution idéale. NordVPN. Nord quoi? NordVPN, Billy, c'est comme un garde du corps pour ton ordinateur. Ça bloque les escrocs, crypte tes données et te protège des arnaques en ligne. Même toi, avec ton esprit simple, tu peux l'utiliser sans problème. Mais comment ça marche? C'est facile, Billy. Tu cliques, tu te connectes et hop, tout ton trafic internet est sécurisé. Les filous du net ne peuvent plus rien voir. Ah, donc je peux cliquer sur tous les emails que je veux alors? Non, Billy, pas tous. Mais avec la protection anti-menace de NordVPN, tu seras en sécurité contre les emails suspects et les sites frauduleux. En l'activant, NordVPN va analyser tes fichiers lors des téléchargements et bloquer les contenus malveillants avant qu'ils n'atteignent ton appareil. Avec ça, tu pourras naviguer en toute confiance. Génial! Merci John Michael! En cliquant sur le lien dans la description, on t'offrira 4 mois gratuits pour l'achat d'un abonnement de 2 ans. Et si jamais tu doutes encore, sache que tu bénéficieras d'une garantie satisfaite ou remboursée de 30 jours. Alors si tu veux reprendre le contrôle de ta vie en ligne, tu sais ce qu'il te reste à faire, Billy. Mais... et pour mes 10 000 milliards du coup? Rassure-moi, tu fais exprès, Billy. À toi qui regarde cette vidéo et qui est beaucoup moins largué que Billy, n'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description ou d'utiliser mon code GuillaumeFR. De rien, ma gueule. Et merci NordVPN. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et si vous voulez voir Whoopi Goldberg faire équipe avec un T-Rex pour enquêter sur des meurtres étranges, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour Theodore Rex. Theodore Rex est un film écrit et réalisé par Jonathan Bitule et sorti en 1996 aux États-Unis après une production un poil compliquée. Comme souvent vous allez me dire, mais là, faut avouer que ça a été particulièrement laborieux. À l'origine, il y a la vision d'un homme, celle de Jonathan Bitule, scénariste de Starfighter qui aimerait beaucoup écrire un film qui sortirait du moule hollywoodien. Quelque chose d'original et d'un peu déjanté. Et à force de réflexion, il lui vient alors The idée. Un buddy cup movie, Un film avec un duo de flics dans la lignée de l'arme fatale, où l'un des deux flics serait un dinosaure. en même temps, il l'avait dit qu'il voulait faire un truc déjanté, hein. À la production, Richard Abramson, ancien manager de Paul Rubens, plus connu sous le nom de son personnage Pee Wee Herman. Et le scénariste souhaitant faire produire son film en dehors du système hollywoodien, les deux hommes se mettent en quête de financement. Financement qu'ils obtiennent en partie en la présence de Stefano Ferrari, mania de l'une des plus grandes compagnies pharmaceutiques italiennes, qu'il décidait de quitter pour partir aux USA réaliser son rêve, à savoir produire des films. Les deux hommes achètent donc les droits du script de Bitule, alors simplement appelé T-Rex, mais l'agent de ce dernier y met de nombreuses conditions, l'une d'elles étant que Bitule mette lui-même en scène le film. Et pour attirer des investisseurs et distributeurs sur ce projet risqué, il faut une star dans le rôle principal. Et si à l'origine le script met en scène un homme, Richard Abramson pense finalement à Whoopi Goldberg, qui sort tout juste du succès de Sister Act 2. Bitule réécrit donc son script pour l'adapter à Goldberg, et l'actrice donne son accord oralement pour tourner dans le film contre un cachet de 5 millions de dollars. Avec Goldberg à bord, la pré-production peut donc enfin démarrer sous de bons auspices. Mais alors que tout le monde s'active, Whoopi donne plus de nouvelles et répond plus au téléphone. Bref, elle les ghost. Que ce revirement soit de son fait ou de celui de son agent, l'histoire ne le dit pas. Mais toujours est-il que l'actrice ne voulait plus tourner dans T-Rex. Un réalisateur pas assez expérimenté, un projet disons risqué en soi, si ça tournait mal, ce film pourrait bien mettre à mal sa carrière. Sauf que sans star, les investisseurs se retireraient bien vite du projet. Bref, le bateau menaçait de prendre l'eau et de faire perdre beaucoup d'argent à Abramson et Ferrari. Privé d'alternative, Abramson décida donc d'attaquer l'actrice en justice, ce à quoi l'actrice répliqua en l'attaquant aussi. Mais le problème, c'est qu'aucun contrat n'ayant jamais été signé entre les deux parties, difficile de prouver quoi que ce soit. Ça pédale dans la smoule cette histoire. Par chance, ou pas selon le point de vue, Abramson découvrait qu'il avait en sa possession l'enregistrement d'un appel avec l'actrice, où cette dernière affirmait qu'elle était à 100% investie sur le projet. Une sombre histoire de répondeur téléphonique qui aurait enregistré l'appel. Bref, du coup, Goldberg a eu l'air un peu conne, et ça l'a mise en rogne, surtout qu'elle était sur le point de perdre le procès. Abramson décida donc de régler ça à l'amiable en lui proposant un cachet de 7 millions de dollars au lieu des 5 précédemment promis. Suite à ça, il prit la décision de quitter le navire. Goldberg lui avait de toute façon interdit de venir sur le plateau, et les investisseurs italiens n'avaient pas été satisfaits par la façon dont il avait géré la situation. Le tournage se déroula ensuite dans une bonne ambiance de merde comme on dit, avec Goldberg traitant Ferrari de fils de p*** dès qu'elle le croisait, et Jonathan Bitule qui était très hésitant et qui n'était donc pas ce qu'on pourrait appeler un réalisateur né. En plus de ça, les animatroniques des dinosaures eurent beaucoup de mal à fonctionner les premiers jours, ce qui n'arrangea rien et mit Goldberg dans tous ses états. Après ce tournage infernal, pour couronner le tout, les projections tests du film eurent des résultats déplorables qui incitèrent New Line, distributeur du film, à annuler purement et simplement sa sortie aux USA pour le sortir directement en vidéo aux États-Unis. Et avec ses 33 millions de dollars de budget, Theodore Rex devint alors rien de moins que le direct-to-vidéo le plus cher de tous les temps. Et pour la petite info, il est à 0% sur Rotten Tomatoes. En conclusion, on peut dire que Theodore Rex fut une expérience absolument désastreuse pour tous les parties impliqués. Mais si le cauchemar de l'équipe était terminé, celui du public ne faisait que commencer. Il était une fois dans le futur. C'est pas il sera une fois du coup? À minuit, demain, le milliardaire Elisa Arken procédera au lancement de son missile New Eden pour replonger dans une période glaciaire.
Ah mais ok, on spoil tout dès le début quoi. Étant donné qu'apparemment on est trop con pour comprendre le scénario complexe de Theodore Rex, une voix off nous met en place le contexte de l'histoire. Quand un film démarre comme ça en général, c'est que ça pue grave. Bref, dans le futur, un milliardaire se fait chier, et comme il sait pas quoi faire de son pognon, il se dit Et ce serait pas hyper fun de plonger la Terre dans une nouvelle ère glaciaire sans déconner? mais le gars, il va faire ça proprement. Il a prévu sa petite arche avec tout plein de couples d'animaux terrestres clonés, et après l'extinction de l'humanité, il régnera donc tel un dieu sur son nouveau monde. Mégalo un peu. Il y a 1 heure, 2 employés se sont échappés de la base New Eden, dans le but de contacter la police et de dénoncer le grand projet de Kay. Après cette contextualisation franchement inutile, le film peut enfin démarrer, nous permettant de faire connaissance avec un personnage de méchant très méchant incarné par Tommy Wiseau. Oh, hi Mark. Et ce dernier semble être à la recherche de quelqu'un dans un cimetière. Il finit ainsi par tomber sur son objectif, qui n'est autre qu'un T-Rex anthropomorphe qui parle. Qu'est-ce que c'est que cette voix de merde? Non mais Tyrannosaure Rex on a dit hein. Il est où le Rex avec une voix pareille? Tommy Wiseau lui envoie alors un petit papillon mignon qui se pose sur son museau pour mieux lui péter à la gueule. Mais tout ça n'était apparemment qu'un rêve de Theodore Rex, le héros de notre film. Ou peut-être pas. Parce que Theodore, qui a un sale pressentiment, appelle directement la police pour faire la lumière sur cette histoire. Bah heureusement qu'on n'a pas tous ce réflexe après un cauchemar hein. Excusez-moi, j'ai un pressentiment. Mais Il s'est rien passé. cette voix... Ok, j'ai un scoop. Vous savez qui fait la voix de Theodore? Pascal Legitimus. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Bref, Ted, qui sert de mascotte à la police et rêve de devenir détective, apprend donc qu'il y a bien eu un meurtre pendant la nuit, ce qui veut dire que ce rêve n'était pas qu'un rêve. Et c'est un Theodore bien évidemment bouleversé qui se prépare à rejoindre les lieux du crime pour mener l'enquête. Chacun communique son bouleversement à sa manière hein. Je mets 1, 2, 3 petits cadavres dans la baignoire. Après, peut-être qu'il est juste con. Après avoir mis beaucoup trop longtemps à se préparer, Theodore grimpe dans sa voiture, range sa queue et démarre pour un aller simple vers son destin. Et pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Whoopi Goldberg, flic cybernétique dont je sais pas si elle est humaine ou cyborg, et puis de toute façon il faut aucun effort pour nous le préciser de façon claire, est en pleine mission de sauvetage. C'est un échec. Mais Whoopi et son collègue Jean-Louis interviennent quand même parce que les tueurs sont incroyablement insupportables et qu'il faut absolument leur faire fermer leur gueule définitivement. Vous faites une quête pour le bal de la police, peut-être? Qu'est-ce que c'est que cette tronche? Enfin bref, Whoopi annonce à toute cette bande de... Non mais je trouve pas de terme élégant. À toute cette bande donc, qui sont en état d'arrestation, mais une fusillade éclate et Whoopi se retrouve projetée du camion. Ce qui est pas plus mal, puisqu'il fonce vers un endroit dangereux apparemment. Des fûts remplis d'eau. Et c'est pour ça que vous avez marqué danger en très gros sur un mur. Vous êtes des sacrés stressés vous quand même. Suite au crash, les méchants s'enfuient, aux grandes dames de Whoopi qui est super vénère contre Jean-Louis. Je croyais que tu devais t'occuper du chauffeur. Et toi, tu devais te croiser les bras? Bordel, la répartie du Jean-Louis, elle avait aucune chance. Mais tu les as laissés partir. Oh, et toi, tu peux parler? Et boum! Suite à ça, Whoopi et Jean-Louis vont inspecter le cadavre, qui était apparemment un clone, mais qu'ils ne parviennent pas à identifier. Pendant ce temps, au cimetière, Theodore débarque sur le lieu du crime. Non mais regardez-moi ça, un dino-ci. Ouais, c'est affreux. Et comme personne ne sait rien sur quoi que ce soit, Ted décide d'aller voir le commissaire directement. Juste après ça, on retrouve Tommy Wiseau. Oh, hi Mark. Et le chef des détraqués lui présente la preuve qu'il a bien tué le clone non identifié. Oh là là, mais quel est donc le lien entre le meurtre du clone et celui du dino? Voilà la question qu'on se poserait si la voix off du début ne nous avait pas tout putain de spoiler dès les premières secondes, anéantissant par là même toute notion de suspense. De son côté, Whoopi passe un moment touchant avec son ami Sébastien pour bien nous montrer qu'elle a un cœur gros comme ça sous sa carapace. Et Ted quant à lui débarque au beau milieu d'un gala pour s'entretenir avec le commissaire. Monsieur le commissaire, Mais à peine a-t-il le temps de démarrer la conversation avec un commissaire apparemment hyper concerné, il y a eu un meurtre au cimetière Carnaval, monsieur. Et alors? que débarque Elise Arcane, le grand méchant qui tire les ficelles en coulisses comme nous l'a allègrement spoilé la voix off. Teddy est l'œuvre dont je suis le plus fier. Par rapport à ses qualités de chanteur? Après avoir échangé 3 mots, Ken part faire son discours où il mentionne que son arche est prête et que son rêve est sur le point de se réaliser. Mais de quoi parle-t-il, nous demanderions-nous sans cette putain de voix off du début? Pardon, je suis beaucoup trop investi. Quand Ted en vient à mentionner le dinocide au commissaire, cela parvient aux oreilles de Jean-Lionel qui, troublé, décide de prendre part à la conversation. Ted demande alors à être chargé de l'enquête. Et si le commissaire refuse dans un premier temps, Jean-Lionel le pousse à accepter, histoire d'améliorer les rapports interespèces. Et étant donné que ce serait bon pour son image, il accepte. Oh, Teddy! Tout n'est que machination politique, et heureusement que des films comme Theodore Rex sont là pour nous le rappeler.
Bien évidemment, on lui impose un partenaire. Et ce partenaire, ce sera bien évidemment Whoopi, qui bien évidemment n'est pas du tout ravi par la nouvelle. Et c'est un dinosaure, c'est une plaisanterie. Eh oh, calmos là, espèce de dinociste. Pendant ce temps, on apprend donc que Jean-Lionel travaille bien évidemment pour Kane et que son boulot c'est de tenir la police à l'écart. En échange de quoi, il aura sa place pour le nouveau monde post-ère glaciaire. Chose qui explique pourquoi il a confié l'affaire à Ted, parce que selon lui, il y a peu de chances qu'il la résolve. Ça se tient. Et il fera équipe avec un flingueur usé et inefficace. T'as peur de rien toi, j'espère que t'as pas entendu. C'est résultat zéro garanti, croyez-moi. Et qui conduit tout ce beau monde, Tommy Wiseau lui-même, qui travaille donc pour Kane. Oh hi Mark. Autre énorme révélation, la bande de dégénérés sous les ordres de Tommy Wiseau est en réalité constituée de clones créés par Kane. Il y en a pour s'occuper, ils lisent un livre, ils font du sport, ils se baladent. Et bah Kane lui, son petit hobby, c'est de faire des clones. Et comme Kane il est un petit peu stressé à l'idée que Ted et Whoopi mettent à mal son petit projet, il demande à Tommy Wiseau d'agir. Ce dernier décide alors d'envoyer son meilleur homme sur le coup. Le chef des dégénérés donc, que j'appellerai Jean Débile. Parce que ça lui va bien. De leur côté, Whoopi et Ted vont enquêter au muséum d'histoire naturelle, où le dino assassiné est en pleine autopsie. Et Ted parvient à trouver un reste du papillon explosif qui, après analyse, leur permettra sans doute d'en savoir plus sur les causes de l'assassinat du dino. Et oui, cette phrase est hyper chelou. Ils demandent ensuite l'identification du dino, et ils apprennent alors que ce dernier vivait avec une certaine Molly Rex, chanteuse au club des espèces éteintes. Et bizarre ce film quand même. Dans le club, Whoopi décide de faire bande à part parce qu'elle est un peu soupolée et laisse donc Théodore profiter du spectacle. Putain, mais comment on débranche Oh Molly, je t'aime. Après cette séquence interminable qui restera gravée à jamais dans mon esprit traumatisé, Théodore interroge Molly en coulisses qui leur révèle qu'Oliver, le T-Rex assassiné, travaillait pour Kane. Et naturellement, c'est le coup de foudre entre les deux dinos. Oh, bon. Teddy, mes amis m'appellent Teddy. Mais sur le retour, le gang de dégénérés décide d'attaquer Ted alors qu'il était tranquillement en train de repenser à sa rencontre avec Molly. Oh, Molly Rex. Molly, oh, ce que j'aime. Qu'est-ce que t'es en train de faire, gros? Et pendant ce temps, Whoopi apprend que le clone assassiné travaillait également pour Kane et s'appelait Adam. Elle part ensuite à la rescousse de Ted et de ce qui reste de sa voiture. Vous avez pas de flingue? Je ne suis pas pour la violence. Vous n'êtes pas pour la violence et vous voulez être inspecteur de police. J'avoue. Le lendemain, les deux se font remonter les bretelles par le commissaire, étant donné que de 1 l'enquête n'avance pas, et de 2 le dinocar financé par le contribuable a été détruit. Regardez-vous. Vous avez l'air de tout sauf d'un inspecteur. Ah, monsieur, excusez-moi, on ne peut pas juger un dino à l'apparence de ses écailles. Waouh, le retournement de veste le plus rapide du monde. Et en parlant de veste, il s'ensuit une séquence complètement lunaire où Théodore se fait refaire sa garde-robe. Oh non, c'est trop archaïque. Hé là, quelque chose de plus discret, por favor. Yokolala, j'ai dit discret, compris. Qui a dit que les Highlands étaient la terre des Français? Vous savez quoi? J'ai même plus les mots. Bref, ils finissent par lui trouver un super look branché à base de jeans et de sweat à capuche, et le duo met les voiles dans leur nouveau véhicule, une benne à ordures. C'est marrant, mais ça me choque pas plus que ça. Avant d'aller interroger Kane, le duo fait un stop pour saluer Sébastien, le copain de Whoopi, qui a un cadeau pour elle. C'est un étui pour ton badge, maintenant que t'as repris le boulot. Je l'ai terminé ce matin. Mais pourquoi vous lui avez collé une boîte fillette à ce pauvre gamin? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Jean Débile est à l'affût, en train de les filmer. Tommy Wiseau fait ensuite voir l'enregistrement à Kane. Salut Sébastien. Ah, ça déforme leur voix. Peut-être que ça va lui donner un peu plus de coffre. Un étui pour ton badge, maintenant que t'as repris le boulot. Eh ben, pas du tout, hein. Et Kane est donc bien content de constater qu'il lui suffira de faire kidnapper le gamin pour disposer d'un moyen de pression contre Whoopi, ce dont il ne se prive pas. Ted et Whoopi débarquent ensuite à New Eden pour interroger Kane. Je vais voir s'il a du temps à perdre, c'est très rare. Mais l'interrogatoire ne va nulle part. S'ensuit alors une nouvelle séquence lunaire, celle des funérailles d'Oliver. Ça me fait plus rien à force, je crois que je commence à être habitué. Et pendant que Whoopi mène l'enquête, Ted et Molly Rex font plus ample connaissance. Et j'ai pas envie d'en voir plus. Ça y est. Ah mais j'y arrive. J'ai pas envie d'en voir plus, j'ai dit. Un peu plus tard, ils en apprennent plus sur le papillon explosif et partent donc enquêter à l'endroit où il a été fabriqué pour interroger son concepteur. Et là, ils tombent sur le personnage le plus chelou du film. Ah ouais. Bienvenue à la queue de dragon. Qui va mourir? Moi, je suis le gardien de la sacoche. Oui, viens dans la sacoche avec moi. Viens me chercher, trésor. Et après qu'ils se soient pris la tête avec ce truc, une grosse chenille débarque et se transforme en papillon pour les guider vers le fabricant d'armes. Ah, la drogue. Et face à ce dernier, Ted improvise un plan. On vient pour acheter une arme. La police ne vous fournit plus les armes de service? Si, on a des armes de service, mais elles sont trop légères. Ça vous pose un petit problème? Y a que dans Théodore Rex que vous verrez un truc pareil.
mais il révèle un poil trop vite le poteau rose. Bordure de flic! Il laisse derrière lui une mouche explosive, mais heureusement, notre duo parvient à s'échapper, en prenant son temps. Bon, allez, 3 petits pas à gauche, c'est bien, oui. Maintenant à droite. Vous en faites pas, vous risquez que la mort. Et ils interrogent ensuite leur homme, qui leur révèle que Tommy Wiseau lui a commandé le papillon et qu'il travaille pour Kane. Ça perd l'hypopète alors. Mais ce n'est pas tout. Il leur apprend également que Kane a 2 otages, le gamin avec une voix de fillette et Molly Rex. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, c'est une affaire personnelle. Et pour les aider à attaquer Kane, le duo décide de demander l'aide des dégénérés. Vous allez demander l'aide de ceux qui travaillent pour Kane et qui ont passé tout le film à vous pourrir la vie? Vous êtes pas un peu con? Ah bah oui. Toujours est-il que leur plan fonctionne et que Jean Débile les aide à infiltrer la base de New Eden à l'aide de son super hélico qui a pas du tout l'air fonctionnel. Résultat, Il se crache dans le bureau de Kane. du coup il fait exécuter Jean Débile et il demande aux dégénérés d'emmener Whoopi. Ah, sacrée armure scénaristique. Naturellement, elle se débarrasse bien vite de ses ennemis et s'enfuit pendant que Ted se réveille difficilement et fait face à Kane, qui lui révèle son plan diabolique. Qu'on connaît depuis le début du film grâce à la voix off de merde, pour rappel. Et pendant que Whoopi libère son pote, Kane met son plan à exécution en envoyant un missile censé déclencher la nouvelle ère glaciaire et révèle à Ted que Molly et lui font désormais partie de son arche. Faut reconnaître qu'il a pensé à tout, c'est beau. Mais Ted parvient à se sortir de cette situation en se servant de sa queue et enferme l'assistante de Kane à sa place. Ne lui reste plus qu'à libérer Molly de sa cellule cryogénique. Malheureusement, il ne dispose pas du code d'accès. Ah, la vieille facilité scénaristique. Du coup, les 2 dinos sont réunis, Whoopi les rejoint avec Sébastien, bref, tout va bien, jusqu'à ce que Tommy Wiseau vienne foutre sa merde et tire sur Whoopi, ce qui la met hors service. Et Kane profite alors de ce moment décisif pour tenter de convaincre Ted de le suivre dans son arche. Viens avec moi, je te pardonne tout. Allez, viens avec moi. Tu viens de tirer sur sa pote, t'es pas en position de pardonner quoi que ce soit, gros. Bref, Ted refuse et Kane lui tire dessus. Bon, ok, ça se finit pas comme ça. En fait, Ted va très bien. C'était peut-être des balles à blanc, je sais pas. Bref, du coup, après un petit échange plein de bons sentiments avec Whoopi où elle déclare que ce ne sont pas les armes qui font un bon flic et qu'elle considère désormais Ted comme son coéquipier, Ted part pour arrêter Kane avec une méthode bien à lui. Quant à Tommy Wiseau... Fragile sa caisse, hein. Ted récupère alors la télécommande de Kane et stoppe le missile à quelques secondes seulement de la fin du compte à rebours. Oh là, les frissons, c'est bientôt fini. S'ensuit un joli discours du commissaire qui met en avant les bonnes vieilles valeurs que sont l'amitié, le respect et le vivre ensemble. Après quoi, Ted est nommé inspecteur. Teddy, vous aviez raison. Tous les rêves sont réalisables. C'est bientôt fini. Vous auriez 20 années à m'accorder? Oh, vous voulez dire tout de suite? Cathy, on va être les meilleurs copains du monde, je le sens. C'est fini. Ah putain. Theodore Rex, c'est typiquement le genre de film qui aurait dû rester au stade embryonnaire. Comment un tel truc a pu voir le jour? Comment quiconque a pu y croire? Je sais pas, franchement ça me dépasse. Le seul truc positif honnêtement, c'est le doublage de Pascal Légitimus en VF qu'on sent super investi. À part ça, c'est un film à oublier, les dinosaures ne s'en porteront que mieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!